Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, un objectif qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais c'est une motivation immense pour me permettre de continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. Le dossier a glissé sur la table de Noël si doucement qu'il n'a presque fait aucun bruit. La mère de Daniel l'a poussé avec 2 doigts, juste entre le plat de patates douces confites et le panier de petits pains, comme si elle m'offrait quelque chose de poli. Son sourire est resté en place, net et froid. « Nous pensons que c'est le mieux », a-t-elle dit avant que le mariage ne soit avancé. Pendant une seconde, personne n'a bougé. On. Les lumières de l'arbre dans le coin clignotaient rouge, or, rouge, or. Quelque part dans la cuisine, une minuterie tic-taquait. Daniel a baissé les yeux sur son assiette. Son père a joint ses mains comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires plutôt que d'un dîner de Noël. Sa sœur a pris une gorgée de vin et a essayé de ne pas avoir l'air intéressée. J'ai posé ma main sur le dossier, mais je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Même avant de voir le titre sur la première page, j'ai su ce que c'était. Un contrat. Pas le genre que les gens utilisent quand ils veulent de l'équité. Le genre qu'ils utilisent quand ils veulent vous rappeler où ils pensent que vous avez votre place. À ce moment-là, j'avais passé près de 20 ans dans le corps des Marines. J'avais été dans des salles où des généraux prenaient des décisions qui avaient le poids de la vie et de la mort. J'avais enterré de bons hommes. J'avais écrit des lettres à des familles. J'avais appris comment fonctionnait le pouvoir. Et plus important encore, comment agissaient les petites gens quand ils croyaient que quelqu'un d'autre n'en avait pas. Toujours assise à cette table de Noël, dans mon vieux manteau de laine le plus usé, j'ai ressenti quelque chose de plus aigu que la colère. Pas à cause du papier, parce que Daniel avait su. Je pouvais le voir à la façon dont il ne levait pas les yeux. C'était le moment. C'était la nuit. C'était la seconde où j'ai compris qu'avant d'épouser cet homme, j'avais besoin de décider si l'amour suffisait quand le courage manquait. Mais ce n'était pas là que l'histoire avait commencé. Elle a commencé 3 semaines plus tôt, un matin gris de décembre, avec Daniel debout dans ma cuisine, tenant une tasse de café et me souriant comme si le monde était encore simple. « Je veux que tu viennes au dîner de Noël », a-t-il dit. « Mes parents sont enfin prêts à te rencontrer correctement. » Je me tenais près du comptoir en pieds nus, lisant un briefing matinal avant de me rendre à la base. Donc Zam. La maison en rangée que je possédais dans un quartier tranquille près de Quantico était chaude, simple et bien rangée. Pas d'art coûteux, pas de meubles spectaculaires, aucun signe pour un œil ordinaire que la femme qui y vivait gagnait un solide salaire militaire et portait un grade que la plupart des hommes, 2 fois plus âgés, n'atteignaient jamais. Je gardais ma vie ainsi à dessein. Daniel pensait que je travaillais dans un bureau administratif lié à la base. Il n'avait jamais prononcé le mot « employé de bureau » avec mépris. En fait, il le disait toujours gentiment, comme s'il admirait le fait que je sois stable et sans prétention. Il croyait que je m'occupais de la planification des rapports. Quelque chose de petit, quelque chose de tranquille. Je l'avais laissé croire cela. Non pas parce que j'aimais la tromperie, je ne l'aimais pas. Mais, après des années d'être salué, à qui l'on cédait, étudié et jugé par mon grade, j'avais développé une faim pour la seule chose que l'autorité ne semblait jamais m'apporter. Une affection sans garde-fou. Je voulais une personne dans ma vie qui me voie avant de voir les étoiles sur mon col. Alors, je ne l'avais jamais corrigé. J'avais 38 ans, général de division dans le corps des marines des États-Unis, avec des responsabilités qui l'auraient surpris s'il les avait toutes connues. Mon salaire mensuel était un peu plus de 10 à 8 000 $ avant impôts et déductions. J'avais ma propre maison, ma propre retraite, mes propres investissements et assez d'économies pour que je puisse quitter le service demain et vivre modestement pour le reste de ma vie. Mais rien de tout cela ne m'intéressait autant que le caractère. « Correctement ?» ai-je demandé. Daniel a ri. « Tu sais ce que je veux dire ?» J'ai levé les yeux du briefing. Je pensais les avoir déjà rencontrés correctement. Tu les as rencontrés à cette collecte de fonds pendant 10 minutes, et ma mère était distraite. Ce sera différent, a-t-il dit. Juste Noël en famille, détendu. Je me souviens de la petite pause que j'ai faite avant de répondre. Daniel l'a aussi remarqué. Quoi ? A-t-il demandé. Ta mère ne semblait pas distraite, ai-je dit. Elle semblait déçue. Il m'a donné ce demi-sourire impuissant qu'il avait. Celui qui est censé lisser l'inconfort sans jamais vraiment y faire face. Elle ne te connaît pas encore. C'était la manière de Daniel. C'était un homme bon dans de nombreux sens quotidiens et ordinaires. Il se souvenait comment je prenais mon café.
Il vérifiait l'huile de ma voiture sans me le dire. Il portait ses vestes au pressing à temps et envoyait des fleurs aux veuves de l'église. Il appelait sa tante tous les dimanches. Il rentrait mes sacs de courses sans qu'on le lui demande. Mais Daniel avait été élevé dans une famille où maintenir la paix importait plus que dire la vérité franche, surtout devant ses parents. Il s'est adouci pour devenir quelqu'un de plus petit. Il ne mentait pas exactement. Il laissait simplement les choses passer sans contestation, jusqu'à ce qu'elles se durcissent en fait. « Quand est le dîner ?» ai-je demandé. « La veille de Noël », a-t-il dit. « Ma sœur et son mari seront là aussi. » J'ai posé le briefing et je me suis tourné entièrement vers lui. « Et qu'est-ce que tu leur as dit exactement à mon sujet ?» Ses sourcils se sont soulevés trop rapidement. « Que tu travailles à la base, c'est tout. » Il a haussé les épaules, plus ou moins. Il aurait été facile alors de lui dire « Daniel, je ne suis pas une employée de bureau. Je suis général de division du corps des marines. Et si tes parents veulent savoir si je peux subvenir à mes besoins, la réponse est oui. Mais quelque chose en moi a résisté. Pas de fierté, de la curiosité. À ce moment-là, j'avais passé suffisamment de temps aux côtés de la richesse. De la vraie richesse. De la richesse héritée. De la richesse anxieuse. Pour savoir que beaucoup de gens n'étaient pas mesurés par ce qu'ils avaient, mais par la façon dont ils traitaient ceux qui semblaient avoir moins. La famille de Daniel venait du vieux confort de la côte Est. Pas de richesse dynastique, mais le genre d'argent qui vivait dans des adhésions à des clubs de campagne, des coupes de cheveux soignées, et une croyance que la réputation familiale devait être protégée de l'embarras. J'avais observé des femmes comme sa mère toute ma vie. Douce voix, yeux perçants, généreuse en public, exigeante en privé. Et j'ai soudainement su que je voulais voir quelque chose clairement avant d'épouser son fils. « D'accord, ai-je dit. J'irai. » Il a souri de soulagement et s'est approché pour m'embrasser le front. « Tu verras. Ce sera bien. » J'ai souri en retour, mais je n'ai pas répondu. Après qu'il soit parti au travail, je suis resté seul dans la cuisine pendant un long moment. Le briefing oublié, mon café refroidissant dans ma main. Puis je suis monté à l'étage, j'ai ouvert mon armoire et j'ai regardé au-delà des manteaux ajustés et des robes de charité que je portais pour les fonctions militaires formelles quand c'était approprié. J'ai choisi le manteau le plus ancien que je possédais. Laine brune, toujours décente, mais usée au poignet. Un manteau que ma mère aurait appelé respectable et que d'autres femmes auraient pu appeler fatigué. Ma mère m'avait élevé dans une petite ville de Caroline du Nord. Mon père est mort quand j'étais jeune, et ma mère a travaillé au bureau des archives du comté pendant 26 ans, portant des chaussures pratiques et gardant chaque reçu dans une enveloppe marquée par moi. Elle me disait « Une personne de bon caractère n'a pas besoin de s'annoncer. Le monde finira par le faire pour elle. » Elle disait aussi « Si tu veux vraiment savoir qui sont les gens, laisse-les penser que tu ne peux rien faire pour eux. » J'ai entendu sa voix ce matin-là, aussi claire que des cloches d'église. Alors, j'ai pris une décision. J'irai au dîner de Noël habillé simplement. Pas de bijoux au-delà de ma montre, pas d'autorité polie, pas d'indice. Je garderai ma voix douce, répondrai brièvement et les laisserai décider qui j'étais. Pas parce que je voulais me venger. Pas encore. Parce que je voulais la vérité. Les semaines avant Noël ont passé dans le flou habituel des devoirs et des obligations de décembre. Il y a eu des cérémonies, des réunions budgétaires, des revues de personnel, et la douleur annuelle qui s'installe dans les communautés militaires, pendant les fêtes, quand tout le monde pense à qui est déployé, qui est en deuil, qui rentre chez soi, et qui ne rentre pas. En public, je me comportais comme toujours, calme, direct, contenu. Sur la base, les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Des hommes 2 fois plus âgés choisissaient leurs mots avec soin autour de moi. En un après-midi, je pouvais approuver un voyage, une recommandation disciplinaire, et appeler la veuve d'un officier d'état-major. Le soir, j'étais à la maison, arrosant une petite fougère près de ma fenêtre de salon et réchauffant de la soupe sur la cuisinière. Cela me convenait. Daniel venait souvent. Nous avons décoré mon petit sapin de Noël artificiel. Un dimanche après-midi, il a apporté du pain d'épices à la menthe d'un magasin local. Il parlait de la fête de Noël de son bureau, du concert de chorale de sa nièce, de l'obsession de sa mère pour la mise en place de la table cette année. Elle a de la vaisselle spéciale qu'elle n'utilise que la veille de Noël, a-t-il dit. Mon père découpe le jambon comme si c'était une cérémonie. Ça a l'air charmant, ai-je dit. Il a hésité. Tu es nerveuse. Non, ai-je dit.
Je suis observatrice. Il a ri, mais quelque chose dans son visage s'est tendu. Quelques nuits plus tard, il feuilletait les chaînes dans mon salon quand il a dit, trop négligemment, « Si mes parents me demandent de ton avenir, ne le prends pas personnellement. » J'ai regardé par-dessus depuis le fauteuil où je raccommodais un bouton lâche sur un cardigan. Qu'est-ce que cela signifie? Tu sais, ce sont des gens pratiques. Pratiques à propos de quoi? Il s'est agité. Le mariage, les finances, la stabilité. J'ai enfilé l'aiguille lentement. Daniel, tes parents pensent-ils que je suis instable? Non, non, a-t-il dit, se redressant. Pas instable, juste ils aiment savoir où en sont les choses. C'était le deuxième avertissement, suffisant pour que toute femme sensée aurait insisté davantage. Je ne l'ai pas fait. J'ai seulement hoché la tête et j'ai continué à coudre. L'après-midi de la veille de Noël était brillant et froid. Je me suis habillé avec soin dans le rôle que j'avais choisi. Jupe sombre, chemisier simple, talons bas, mon manteau le plus ancien, pas de boucle d'oreille, pas de maquillage au-delà de ce qui était nécessaire pour ne pas avoir l'air fatigué. J'ai épinglé mes cheveux simplement et je les ai laissés ainsi. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu exactement ce que je voulais qu'il voie. Une femme tranquille, assez agréable, oubliable si l'on était stupide. Daniel est venu me chercher juste avant 17 heures. Il portait un pull bleu marine et avait l'air beau de cette manière ouverte et sincère qui m'avait d'abord attiré vers lui. Il portait une tarte que j'avais cuite et a complimenté mon manteau, ce qui m'a dit qu'il ne voyait vraiment pas ce que je faisais. Sur la route pour la maison de ses parents, les lumières de Noël brillaient sur les porches et les arbustes. Les banlieues du Maryland à Noël ont une sorte d'ordre particulier. Couronne sur une porte sur deux, pelouse soignée devenue brune pour l'hiver, bougies allumées dans les fenêtres avant, le sentiment que les gens essaient très fort de produire de la chaleur à l'heure dite. Daniel s'est penché et a touché ma main. « Merci de faire ça. Bien sûr, ai-je dit. Tu les aimeras davantage une fois que tu les connaîtras. » J'ai tourné mon visage vers l'obscurité qui passait par la fenêtre. Peu, être. Leur maison se dressait au bout d'une impasse tranquille, grande, sans être vulgaire. Colonne blanche, volet vert, lanterne en laiton près de la porte, le genre d'endroit qui avait accueilli de nombreuses fêtes et qui voulait que vous remarquiez qu'il l'avait faite avec succès. Daniel s'est garé dans l'allée. Par la fenêtre avant, je pouvais voir la lueur d'un grand sapin et le mouvement de figures à l'intérieur. J'ai pris une respiration, puis une autre, non pas parce que j'avais peur d'eux, mais parce que je savais, avec ce calme étrange, qui précède parfois une tempête, que cette nuit allait me dire quelque chose de définitif. Daniel est venu ouvrir ma porte, la tarte dans une main, le sourire aux lèvres. Je suis sorti, j'ai boutonné mon vieux manteau contre le froid, et j'ai marché avec lui jusqu'au porche. De l'intérieur, j'entendais déjà des rires. Puis, la porte s'est ouverte. La femme qui a ouvert la porte a souri de la manière dont les gens le font quand ils ont déjà pris leur décision. « Daniel », a-t-elle dit chaleureusement, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Puis ses yeux se sont portés sur moi, rapides et mesurés. « Et ça doit être toi. » Sa voix s'est attardée sur le dernier mot, un peu trop longtemps. « Maman, voici Daniel commença. »« Je me souviens », a-t-elle dit, le coupant doucement. « Ah, nous nous sommes rencontrés brièvement. » Elle s'est écartée pour nous laisser entrer. La maison était exactement comme je m'y attendais. Parquet lustré, un grand sapin de Noël paré de verre doré, la légère odeur de cannelle et de jambon rôti dans l'air. Tout était arrangé juste comme il faut, la façon dont les gens arrangent une vie qu'ils veulent que les autres admirent. « Enlève ton manteau », a-t-elle dit, tendant la main pour le mien. J'ai hésité un très court instant, puis je l'ai laissé faire. Ses doigts ont effleuré la manche, et je l'ai vu, le presque invisible clignotement dans son expression, quand elle a senti la laine usée. Non pas du dégoût, pas tout à fait, juste une confirmation. Elle l'accrocha soigneusement, comme si cela pouvait s'effriter. « Par ici », dit-elle. Nous entrâmes dans le salon où le père de Daniel se tenait près de la cheminée, une main posée sur le manteau. C'était un homme grand, septuagénaire, droit, avec cette prestance qui vient d'une vie entière à croire qu'il a mérité sa place dans chaque pièce. « Papa », dit Daniel. « Voici. »« Oui, oui », répondit son père en me tendant la main. « Bienvenue. » Sa poigne était ferme, son sourire appris. Ses yeux, comme ceux de sa femme, faisaient leur travail, rapidement, détaillant mes vêtements, mes chaussures, ma posture. « C'est un plaisir de vous avoir enfin ici », ajouta-t-il.
Merci de m'avoir invité, dis-je. Derrière lui, une jeune femme s'approcha, portant un verre de vin. La sœur de Daniel. Elle était joliment vêtue, ses cheveux coiffés, son sourire éclatant d'une manière qui semblait répéter. « Alors c'est la femme mystère ?» dit-elle d'un ton léger. J'ai entendu tant de choses. J'en doutais fort. Son mari la suivait un peu en retrait, observant plus silencieusement. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» demanda la mère de Daniel. « De l'eau suffira, dis-je. »« Juste de l'eau ?» demanda la sœur, une pointe d'amusement dans la voix. « C'est Noël. Je dois conduire plus tard, dis-je. » Ce n'était pas entièrement vrai, mais c'était simple. Sa mère revint avec un verre d'eau et me le tendit avec une politesse soignée. Le dîner sera prêt dans quelques minutes. Pourquoi ne pas nous asseoir? Nous nous sommes installés dans le salon. La conversation commença assez facilement, mais pas naturellement. Les questions me furent adressées, mais elles étaient orientées dans une direction précise. Alors, Daniel nous dit que vous travaillez dans la basse, dit son père en s'installant dans son fauteuil. Oui, dis-je. Quel genre de travail? Demanda-t-il. Administratif, répondis-je. Il hocha lentement la tête, comme pour classer cela dans une catégorie qu'il comprenait parfaitement. Cela doit être stable, dit-il. Ça l'est, répondis-je. Sa sœur se pencha légèrement en avant. Cela vous plaît-il? J'apprécie la structure, dis-je. Cela sembla la satisfaire, ou du moins confirmer ce qu'elle avait déjà décidé. Daniel essaya de maintenir la conversation. Il parla de son travail, d'un projet qu'il terminait, d'un voyage qu'il pourrait faire au printemps. Sa mère écoutait, lui souriant, hochant la tête, son attention chaude et pleine lorsqu'elle se posait sur son fils. Quand elle se retourna vers moi, elle se refroidit. « Et votre famille ?» demanda-t-elle. « Ma mère est décédée il y a quelques années, dis-je. Je n'ai pas de frères et sœurs. »« Oh !» dit-elle doucement, inclinant la tête. « Cela doit être difficile. »« Ça l'était, dis-je. » Il y eut un silence, non pas de sympathie mais de recalibrage. Moins de famille, moins de soutien, moins de structure. Son père s'éclaircit la gorge. « Eh bien, c'est bien que vous ayez Daniel maintenant. » Je pris une gorgée d'eau. « Oui, dis-je calmement. C'est le cas. » Le dîner fut annoncé un instant plus tard, et nous nous dirigeâmes vers la salle à manger. La table était magnifiquement dressée. De la porcelaine blanche au bord doré délicat, des verres en cristal, des serviettes en tissu pliées juste comme il faut, un centre de table de branches de pin et de bougies. C'était le genre de table que ma mère aurait admiré. Et ensuite se serait inquiété silencieusement de la rayer. Nous prîmes nos places. Daniel s'assit à côté de moi, ses parents en face, sa sœur et son mari aux extrémités. Le repas commença avec grâce. Son père inclina la tête et remercia pour la famille, pour les bénédictions de l'année écoulée et de celle à venir. Ses paroles étaient sincères, apprises et complètes. Quand il eut fini, tout le monde leva la tête. « S'il vous plaît, » dit sa mère, « mangez. » La nourriture était bonne, très bonne. Jambon laqué à la perfection. Patates douces riches et douces, haricots verts aux amandes, petits pains chauds et légers, le tout préparé avec soin. Mais la conversation ne s'installa jamais. Alors sa mère dit après quelques minutes, se tournant à nouveau vers moi. « Avez-vous l'intention de continuer à travailler après le mariage ?»« Oui, dis-je. Pour l'instant, répondis-je. Elle hocha la tête, échangeant un bref regard avec son mari. « Je demande seulement, continua-t-elle, parce que Daniel a travaillé très dur pour construire un certain style de vie. La stabilité est importante. »« Je suis d'accord, dis-je. » Sa sœur sourit faiblement. « Bien sûr, les priorités changent parfois après le mariage. »« Parfois, dis-je. » Daniel se déplaça à côté de moi. Je pouvais sentir la tension dans son bras. « Ils essaient juste de vous connaître, » murmura-t-il doucement. « Je comprends, dis-je. » Son père posa sa fourchette. « Et qu'en est-il des projets à long terme ?» demanda-t-il. « L'épargne, la retraite, ce genre de choses. J'ai un plan, dis-je. Il sourit finement. « Je suis sûr que vous en avez un. C'est juste que, eh bien, ces choses comptent davantage lorsque deux personnes construisent une vie ensemble. »« Oui, dis-je encore. Elles comptent. Et voilà. » Pas une insulte directe, pas encore. Mais la mise en forme constante d'un récit. Une femme aux moyens modestes, aux perspectives limitées, un risque potentiel. Daniel essaya de changer de sujet à nouveau, mais sa mère le ramena. « Nous avons déjà vu des situations, dit-elle, son ton doux mais ferme, où les intentions sont bonnes, mais les différences d'origine peuvent créer des complications.
Je la regardais. Quel genre de complications? Oh, dit-elle légèrement. Les attentes, les habitudes financières, les responsabilités et la façon dont elles sont partagées, ajouta son père. Je repliai mes mains sur mes genoux. Partagées comment? Sa mère sourit équitablement. Le mot flotta dans l'air. Daniel s'éclaircit la gorge. Maman, c'est une conversation raisonnable, dit-elle. Oui, dis-je calmement. Ça l'est. Et puis, c'est arrivé. Son père se pencha légèrement en arrière. Sa mère tendit la main à côté de sa chaise. La pièce se tut d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Elle posa un dossier sur la table et, avec 2 doigts, me le fit glisser. Nous pensons que c'est le mieux, dit-elle, avant que le mariage n'avance. Cette fois, je n'attendis pas. Je l'ouvris. La première page était exactement ce que j'attendais, un accord prénuptial. Mais en lisant, j'ai vu plus que du langage juridique. J'ai vu des suppositions que je contribuerais peu, que je pourrais dépendre, que je pourrais prendre, que j'avais besoin d'être géré avant de pouvoir faire partie de leur famille. Je lus chaque ligne attentivement. Personne ne parla. Quand j'atteignis la fin de la première page, je la tournai. Il y avait des notes en marge, de la main de sa mère. Important, doit discuter avant le dépôt du lieu. Je fermai lentement le dossier, et seulement alors je levai les yeux. Daniel fixait son assiette. Il n'avait pas dit un mot. Je posai mes mains légèrement sur la table et, pour la première fois ce soir-là, je laissai un petit silence s'installer. Pas le silence de l'inconfort, le silence de la compréhension. Il pensait que c'était une question d'argent. Il pensait que c'était une question de protection. Il pensait que j'étais le risque. Je regardais Daniel, puis ses parents, et je réalisais quelque chose avec une parfaite clarté. Ce n'était pas le moment où j'avais été invité dans leur famille. C'était le moment où ils avaient décidé qui j'avais le droit d'être. Ils venaient de faire leur coup. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient choisi la mauvaise femme. Je laissais le silence s'installer un moment plus long que la plupart des gens ne l'auraient fait. Assez longtemps pour que l'inconfort s'installe dans la pièce, assez longtemps pour que chacun d'eux se demande comment je réagirais. Puis, je posai le bout de mes doigts légèrement sur le bord du dossier et dis très calmement « Quand cela a-t-il été rédigé ?» La mère de Daniel se redressa légèrement. « Il y a quelques semaines. » Je tournai mes yeux vers Daniel. « Vous saviez que ça existait ?» Il avala. « Nous en avons parlé. Je ne réfléchissais pas. »« Vous ne pensiez pas que je devais être informé ?» demandai-je. « Ce n'est pas comme ça, » dit-il rapidement. « Je ne voulais juste pas vous contrarier avant les fêtes. » Son père se pencha légèrement en avant. « Il n'y a pas besoin de rendre cela conflictuel. C'est simplement une précaution. Standard, en fait. »« Standard pour qui ?» demandai-je. « Pour les familles dans notre position, » dit-il. Je hochai une fois la tête, comme si cela répondait à quelque chose. « Et quelle position est-ce » demandai-je. Sa sœur se déplaça sur son siège. « Papa veut juste dire des gens qui ont quelque chose à protéger. »« Je vois, » dis-je. J'ouvris à nouveau le dossier, revenant à la première page. « Et vous croyez que je n'ai rien ?» Personne ne répondit directement. La mère de Daniel offrit un sourire doux et mesuré. « Nous n'en savons pas assez sur votre situation financière. » C'est exactement le point. Ces choses sont mieux clarifiées à l'avance. « Clarifiées » répétai-je. Je tournai une autre page, parcourant le langage, les clauses de propriété séparées, les limitations de réclamation, les dispositions qui ressemblaient moins à une protection mutuelle et plus à une ligne tracée à l'avance. « Et qui a rédigé cela ?» demandai-je. « Notre avocat de famille » dit son père. « Pour les 2 parties » demandai-je. Un silence. « Eh bien, dit-il, notre avocat a préparé le document initial. Vous seriez bien sûr libre de faire examiner cela par votre propre conseiller. »« Bien sûr, » dis-je doucement. Je fermai à nouveau le dossier et posai mes mains dessus. Gueux, 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 gueux. Daniel attrapa son verre d'eau et prit une gorgée dont il n'avait pas l'air d'avoir besoin. Daniel attrapa son verre d'eau et prit une gorgée dont il n'avait pas l'air d'avoir besoin. Sa main tremblait légèrement. « Ce n'est pas personnel, » dit-il. « Il demanderait cela à n'importe qui. » Je tournai lentement la tête et le regardai. « Le demanderiez-vous » demandai-je. Il hésita. « Ce n'est pas juste, » dit-il. « Non, convenis-je. Ça ne l'est pas. » La mère de Daniel se pencha en avant, son ton toujours doux, mais plus ferme maintenant. « Nous ne vous accusons de rien. Nous sommes simplement responsables. Le mariage n'est pas seulement émotionnel, c'est pratique. »« Je suis d'accord, dis-je. Son sourire revint.
soulagé. Alors vous comprenez. Je comprends que vous pensiez être pratique, dis-je. Ce que j'essaye encore de comprendre, c'est de quoi exactement vous croyez protéger votre fils. Les mots tombèrent plus directement que tout ce que j'avais dit jusqu'à présent. L'expression de son père se contracta. Des complications, dit-il. Des malentendus, des situations qui deviennent difficiles à démêler plus tard. Difficiles pour qui? Demandai-je. Pour toutes les personnes impliquées, répondit-il. Je hocha à nouveau la tête, comme si c'était une conversation que je prenais au sérieux, parce que je la prenais au sérieux. Je fis glisser le dossier de quelques centimètres vers moi, sans le rejeter, sans l'accepter, le maintenant simplement en place. « Et Daniel, dis-je en me retournant vers lui, tu as accepté cela. Je n'ai pas accepté, dit-il rapidement. Je ne l'ai pas empêché. C'est la même chose, dis-je. Il tressaillit légèrement comme un homme qui vient de réaliser le poids d'une petite décision. Je laissai le silence revenir juste pour un souffle. Puis, je demandai très calmement. Quelle est la valeur actuelle de la fiducie de Daniel? La question changea l'air dans la pièce, immédiatement. Son père cligna des yeux. Je suis désolé. Vous avez mentionné la protection, dis-je. Je suppose que cela inclut les actifs existants. Donc, je demande quelle est la valeur actuelle de sa fiducie. La sœur de Daniel eut un rire court et surpris. C'est un peu direct, vous ne trouvez pas? Je suis pratique, dis-je. La bouche de son père se serra. Ce n'est pas quelque chose que nous discutons à la légère. Et pourtant, vous me demandez de signer un document juridique qui affecterait mon avenir en me basant sur cette information, dis-je. Donc, je ne vois pas comment cela peut rester non divulgué. Personne ne parla pendant un moment. Je continuai. Mon ton inchangé. La maison est-elle au nom de Daniel ou détenue par une fiducie familiale? Ce n'est pas pertinent, dit son père. Si nous discutons des biens matrimoniaux, répondis-je. Daniel se déplaça sur sa chaise. Nous n'avons pas besoin d'aller dans tout ça ce soir. Nous n'avons pas? Demandai-je. Sa mère intervint rapidement. C'est exactement pourquoi nous voulions avoir cette conversation tôt, afin que les attentes soient claires. Claires pour qui? Demandai-je à nouveau. Son sourire s'amincit. Je laissai mon regard parcourir la table, les observant un par un. Je suis également curieuse, dis-je, de connaître les passifs en cours de Daniel. La tête de Daniel se releva brusquement. Quoi? Vous avez une ligne de crédit liée à l'entreprise que vous avez créée il y a 2 ans? Dis-je. Est-ce entièrement réglé? La couleur quitta son visage. Sa sœur le regarda vivement. De quoi parle-t-elle? Ce n'est rien, dit Daniel rapidement. C'est réglé. Laisse? Demandai-je, toujours calme. Daniel. Son père fronça les sourcils. Comment le sauriez-vous? Je rencontrai ses yeux. Parce que j'écoute, dis-je. La pièce était devenue très silencieuse maintenant. Personne ne mangeait plus. Les lumières de l'arbre clignotaient doucement dans le coin. Daniel me regarda. Quelque chose comme de la confusion et de la peur se mélangeant dans ses yeux. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il. Je réfléchis un instant. « Parce que vous m'avez demandé de prendre cela au sérieux, » dis-je. Sa mère posa délicatement sa fourchette. « Cela semble inutile. »« Laisse » demandai-je. « Oui, » dit-elle. Nous essayons d'aborder cela de manière respectueuse et structurée, et je réponds de la même manière, dis-je. Son expression se durcit légèrement. « Vous vous défendez, dit-elle. »« Je suis exhaustive, répliquai-je. » Le père de Daniel se renversa sur sa chaise, m'observant d'un regard différent. « Que faites-vous exactement à la base » demanda-t-il. Voilà, ce n'était pas de la curiosité. Récalcul, sustinge son regard. Plus que classer des dossiers, ajoutai-je. Daniel laissa échapper un soupir discret. « Nous pouvons-nous ralentir une seconde ?»« Non, dis-je doucement. Je ne crois pas que nous devrions. » Il me regarda, surpris. « Parce que ce moment compte, continuai-je. Et si nous le dépassons trop vite, nous ferons semblant qu'il ne s'est pas passé tel qu'il s'est déroulé. » Sa mère joignit les mains devant elle. « Nous vous avons traité avec respect, dit-elle. » Je la regardai longuement. « Non, dis-je à voix basse. Vous m'avez traité avec prudence. » La nuance sembla porter. Personne ne parla. Je reposai légèrement ma main sur le dossier. « Vous n'avez pas tort de vouloir de la clarté, dis-je. Vous n'avez pas tort de vouloir de l'équité. Ce sont des choses raisonnables. » Les épaules de son père se détendirent légèrement, comme s'il pensait que nous nous dirigions vers un accord.
Mais l'équité exige de l'information, continuai-je. Des deux côtés. Je fis glisser le dossier un peu plus loin vers le centre de la table. Et pour le moment, je disais « Vous n'avez pas la mienne ». La mère de Daniel fronça les sourcils. Alors est-il temps de la partager? Je la regardai, puis Daniel. Et à cet instant, je compris quelque chose avec une certitude absolue. Ils croyaient toujours que cette conversation se déroulait selon leurs termes. Ils croyaient toujours qu'ils fixaient les conditions. Ils croyaient toujours que j'étais celle qui devait prouver quelque chose. Je pris une lente inspiration et, pour la première fois ce soir-là, je me permis d'envisager ce qui allait suivre, non pas comme une réaction, mais comme une décision. Je me redressai légèrement sur ma chaise. Et je dis très calmement « D'accord, d'accord », dis-je encore, un peu plus fermement cette fois, pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Je joignis soigneusement les mains sur le contrat. Si nous voulons avoir une conversation sérieuse sur l'équité, alors nous devrions le faire correctement. La mère de Daniel hocha la tête, soulagée, comme si elle croyait que j'endossais enfin le rôle qu'elle m'avait préparé. « Oui, dit-elle, c'est exactement ce que nous demandons. » Je regardai d'abord Daniel. Avant de répondre quoi que ce soit d'autre, dis-je, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Il rencontra mon regard, mal à l'aise. « D'accord. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté cela ?» demandai-je. Il déglutit. « Je vous ai dit que je ne voulais pas faire de scène. »« Une scène, répétai-je doucement. Je pensais que si nous terminions le dîner, nous pourrions en parler plus tard en privé, sans tout cela. »« Tout cela, dis-je en jetant un coup d'œil au dossier, était déjà décidé. La seule chose que vous avez reportée, c'est de me le dire. » Il ne répondit pas. Je laissai cela s'installer entre nous. Puis je me tournai vers ses parents. « Vous avez dit que vous vouliez de la clarté, continuai-je. Alors, laissez-moi vous en offrir. » Je me renversai légèrement sur ma chaise, non par défi, mais par assurance. « J'ai 38 ans, dis-je. Je me soutiens financièrement depuis l'âge de 18 ans. Je n'ai aucune dette personnelle. Je possède ma maison. J'entretiens mes propres comptes de retraite. Je ne dépends pas de Daniel pour ma stabilité financière. Daniel. Et je n'ai pas besoin d'accéder aux biens de votre famille pour vivre confortablement. » La sœur de Daniel cligna des yeux, surprise. Les yeux de son père se plissèrent, réévaluant. « Et quant à mon travail, ajoutai-je, vous avez raison, je suis à la base. » Je marquai une pause juste assez longue pour que le poids de cette litote soit enregistré. Mais pas de la manière dont vous l'avez supposé. Daniel se pencha légèrement en avant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demandai-je. Je le regardais. Puis je regardais ses parents, et je parlais clairement. « Je suis major général dans le corps des marines des États-Unis. » Pendant un instant, personne ne réagit. C'était trop loin de ce qu'ils attendaient. Puis sa sœur laissa échapper un rire court et incrédule. « Pardon, quoi ? Je suis général 2 étoiles, dis-je, ma voix toujours calme. Je commande du personnel, je supervise des opérations, et je prends des décisions qui ont des conséquences juridiques, financières et humaines. Mes responsabilités vont bien au-delà des tâches administratives. » Daniel me fixa. « Vous êtes sérieuse ?» dit-il. Oui. L'expression de sa mère changea, la confusion cédant la place à quelque chose de plus vif. Ce n'est pas quelque chose qu'on cacherait. Je ne l'ai pas caché, dis-je. Je n'ai simplement pas commencé par là. Son père se pencha en avant, m'étudiant d'une manière inédite. « Si c'est vrai, dit-il lentement, alors pourquoi ? Pourquoi suis-je assis ici dans un vieux manteau que j'ai fini pour lui ?» Il ne répondit pas. Je lui accordai la courtoisie de finir sa pensée de toute façon. Parce que je voulais savoir comment vous traiteriez quelqu'un que vous pensiez n'avoir rien à vous offrir. Les mots s'installèrent dans la pièce, comme une pierre jetée dans l'eau calme. Daniel me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. « Tu ne me l'as jamais dit, » dit-il doucement. « Non, acquiesçai-je. Je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Je tins son regard. « Parce que je voulais une relation dans ma vie qui ne soit pas façonnée par le rang, » dis-je. Je voulais savoir si je pouvais être connu comme une personne avant d'être connu comme un titre. Sa mère secoua légèrement la tête. Cela semble trompeur. « Est-ce que ça l'est ?» demandai-je. « Oui, dit-elle. Vous nous avez laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. J'ai permis que vous croyiez quelque chose que vous n'avez jamais remis en question, répliquai-je. » Son père se renversa lentement. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, dis-je, nous avons la conversation que vous vouliez, avec toutes les informations sur la table.
Je soulevai à nouveau le dossier, le tapotant légèrement. Ce document, continuai-je, n'est pas intrinsèquement déraisonnable. Les accords prénuptiaux peuvent être utiles lorsque les deux parties y souscrivent avec une pleine connaissance, un conseil indépendant et un respect mutuel. Sa mère hocha la tête un peu trop rapidement. Exactement. Mais ceci, dis-je, l'ouvrant à nouveau et le tournant pour qu'il puisse voir. Ce n'est pas cela. Je pointai une clause. Cette section suppose une disparité de revenus et restreint les réclamations futures en conséquence. Cette hypothèse est incorrecte. Je tournai une autre page. Cette disposition limite l'accès à certains biens sans en divulguer la structure, ce qui crée un déséquilibre d'information. Une autre page. Disode. Et ce langage ici, ajoutai-je, tapant la note en marge, n'est pas légal du tout. C'est personnel. Il reflète une préoccupation quant au caractère plutôt qu'une préoccupation quant au bien. La sœur de Daniel se renfrogna. Son père fronça les sourcils. Notre avocat a rédigé cela. Votre avocat a rédigé un document basé sur votre point de vue, dis-je, pas sur une compréhension complète des deux parties impliquées. Et que suggéreriez-vous ? Demanda-t-il. Je suggérerais, dis-je calmement, que si nous devons discuter d'un accord légal, il soit rédigé par des conseils distincts, avec une divulgation complète des deux côtés et des termes qui protègent chaque partie de manière égale. Les lèvres de sa mère se pincèrent. « Et vous vous attendez à ce que nous acceptions simplement cela ?» demanda-t-elle. « Dis. Je m'attends à ce que vous reconnaissiez que je ne suis pas la personne que vous pensiez que j'étais, dis-je. » La pièce redevint silencieuse. Daniel passa une main dans ses cheveux. Je ne sais même pas quoi dire. « Vous pourriez commencer par la vérité ?» dis-je. Il me regarda, l'air peiné. Je ne pensais pas que ça comptait. Ça comptait pour eux, dis-je. Et vous avez laissé cela compter sans poser de questions. Son père exhala lentement. Eh bien, dit-il, c'est inattendu. Oui, dis-je, ça l'est. Sa mère ramassa son verre de vin, en prit une petite gorgée, puis le reposa soigneusement. Si ce que vous dites est exact, dit-elle, alors être avons-nous, tous fait des suppositions incorrectes. C'est une façon de le dire, répliquai-je. Ses yeux rencontrèrent les miens. Et vous, ajouta-t-elle, avez choisi de ne pas les corriger. C'est aussi vrai. Une longue pause suivit. Puis elle dit, « Je suppose que la question maintenant est de savoir où nous allons à partir d'ici. » Je réfléchis. Je regardais Daniel, son père, sa mère, le contrat toujours posé entre nous, et je réalisais quelque chose qui n'avait rien à voir avec le rang, l'argent ou le langage juridique. Il ne s'agissait plus de ce qu'ils pensaient de moi. Il s'agissait de ce que je pensais d'eux. Je fermai doucement le dossier et le reposai sur la table. Vous avez demandé de la clarté, dis-je. Et maintenant, vous l'avez. Pendant un moment après que je l'ai dit, personne ne bougea. Le contrat reposait au centre de la table comme quelque chose qui avait perdu son but. La mère de Daniel fut la première à se remettre. Elle ajusta sa serviette, la lissa une fois sur ses genoux et releva légèrement le menton. « Eh bien, dit-elle, sa voix mesurée avec soin, cela change certainement le contexte. »« Est-ce que ça le fait ?» demandai-je. Ses yeux papillonnèrent, ne s'attendant pas à cette réponse. « Bien sûr que ça le fait. Nous opérions selon une certaine compréhension. »« Oui, dis-je, vous l'étiez. » Son père se pencha en avant, posant légèrement ses coudes sur la table. « Vous devez admettre, dit-il, que la plupart des gens auraient divulgué quelque chose comme ça. » La plupart des gens commencent par ce qu'ils pensent pouvoir sécuriser leur position, répliquai-je. J'ai choisi de ne pas le faire. Daniel nous regarda, le visage pâle. Je ne comprends toujours pas, dit-il. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, pas seulement à eux, à moi? Je me tournai complètement vers lui. Parce que j'avais besoin de savoir avec qui je construisais une vie, dis-je. Pas qui tu deviendrais si tu connaissais mon rang. Ce n'est pas juste, dit-il. Non, dis-je doucement. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas juste. Il tressaillit à ces mots. Sa sœur se remua sur sa chaise, visiblement mal à l'aise maintenant. D'accord, mais cela ressemble à un test, dit-elle, comme si vous aviez tout préparé. Je n'ai rien préparé, dis-je. J'ai accepté une invitation et je me suis présenté en prétendant être quelqu'un d'autre, dit-elle. Je tins son regard. Je me suis présenté sans annoncer ma présence. Il y avait une différence. Sa mère
exhala lentement. Quoi qu'il en soit, dit-elle, nous en sommes là où nous en sommes, et nous devons encore discuter de l'avenir. Je hocha la tête une fois. Nous le devons. Elle se pencha légèrement en avant, retrouvant une partie de son assurance. Soyons donc pratiques. Si vous êtes vraiment dans la position que vous prétendez, alors vous comprenez l'importance de la structure, des accords, des limites. Je le fais, dis-je. Alors, vous devez aussi comprendre que les familles comme la nôtre ne sont pas uniques, dis-je, la coupant doucement, ses lèvres se pinçant. J'ai passé toute ma vie d'adulte à travailler avec des gens de tous horizons imaginables, continuai-je. Riches, pauvres, instruits, non. Ce qui les distingue, ce n'est pas ce qu'ils ont. C'est la façon dont ils se comportent quand ils croient que personne ne regarde. Personne ne parla. Daniel fixa ses mains. Je reportai mon attention sur lui. Daniel, dis-je, mon ton plus doux maintenant. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Il leva les yeux. Quand tes parents ont décidé de présenter ceci ce soir, dis-je, tapotant légèrement le dossier, étais-tu d'accord avec eux? Il ouvrit la bouche, puis la referma. Je pensais que c'était raisonnable, dit-il finalement, juste par précaution. Même sachant ce que tu sais de moi, demandai-je. Il hésita. Dalcon, je ne savais pas ça, dit-il, me faisant un geste léger, vers tout ce que je venais de révéler. Non, dis-je, mais tu me connaissais. Cela eut un impact plus dur. Il baissa à nouveau les yeux. Je ne pensais pas qu'ils essayaient de te faire du mal, dit-il doucement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, répliquai-je. Le silence s'étira entre nous. Puis lentement, il dit. Je ne les ai pas arrêtés. Je hocha la tête une fois. C'est ce que je devais savoir. La mère de Daniel se pencha rapidement. Daniel essayait de maintenir la paix, dit-elle. Vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Je tournai la tête vers elle. Oui, dis-je. Je le peux. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Maintenir la paix, continuai-je, au détriment de la dignité de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la paix, c'est l'évitement. Son père se remua sur sa chaise. Attendez une minute, dit-il. Personne n'avait l'intention de compromettre votre dignité. Je le regardais. Vous m'avez remis un document conçu pour limiter ma place dans votre famille avant de comprendre qui j'étais, dis-je. Vous avez fait des suppositions sur mon caractère basées sur ce que je portais, ce que je disais, et ce que vous pensiez que je pouvais offrir. Ce n'est pas sa sœur, commença. Si, dis-je, toujours calme. La pièce redevint silencieuse. Je laissai le silence s'installer. Puis je fis quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Je me penchai, retirai la bague de fiançailles de mon doigt et la posai doucement sur la table à côté du contrat. Le léger son qu'elle fit contre le bois semblait plus fort que tout le reste cette nuit-là. La tête de Daniel se redressa brusquement. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il. « Je fais une pause, dis-je. »« Une pause » Sa voix se brisa légèrement. Vous retirez la bague devant ma famille et vous appelez ça une pause. Oui, dis-je. Pourquoi, exigea-t-il. Je le regardai, sans méchanceté. Parce que je ne sais pas si tu es prêt à te tenir à mes côtés, répondis-je. Et je ne veux pas bâtir un mariage sur l'incertitude. Le visage de sa mère se contracta. C'est une réaction excessive, dit-elle. Non, répliquai-je. C'est une décision. Son père se pencha en avant, sa voix plus ferme. Tu vas renoncer à des fiançailles à cause d'une conversation. Je prends du recul, corrigeai-je. À cause de ce que cette conversation a révélé. Daniel secoua la tête, l'incrédulité et la blessure gravée sur son visage. Tu aurais pu me le dire, dit-il à nouveau. Et tu aurais pu me faire confiance, dis-je. C'était la vérité au cœur de tout cela. Pas le contrat, pas le dîner, la confiance. Je me levai lentement, lissant ma jupe. « Merci pour le repas », dis-je à ses parents, la voix stable. Il était très bien préparé. Sa mère me fixa, muette maintenant. Je pris mon manteau sur la chaise, où il avait été posé plus tôt. La laine usée me parut plus lourde dans mes mains qu'au moment de mon arrivée. Avant de me retourner pour partir, je jetai un dernier regard à Daniel. « J'ai pensé ce que j'ai dit », lui dis-je. « Ce n'est pas la fin, mais ce n'est plus non plus le début. » Il ne bougea pas. Aucun d'eux ne bougea. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvris et sortis dans la nuit froide de décembre. L'air frappa mon visage, vif et pur. Derrière moi, j'entendis la porte se refermer. Et pour la première fois ce soir-là, je me permis de ressentir cela. Pas la colère, pas le triomphe, la perte. Car parfois,
la partie la plus difficile de voir clairement les gens et de réaliser qu'ils ne sont pas ceux que l'on espérait. Les premiers jours après Noël furent les plus calmes dont je me souvenais depuis des années. Pas le genre de calme que l'on ressent après une longue journée de travail, lorsqu'on s'assoit avec une tasse de thé et qu'on laisse le monde s'apaiser. C'était un calme plus profond, celui qui laisse de la place aux pensées que l'on a été trop occupé pour affronter. Je suis retourné à la base le matin du 26. La routine a aidé. Il y avait des briefings à attendre, des rapports à examiner, un problème de personnel qui avait été reporté pendant les fêtes. Dans mon monde, les décisions ne faisaient pas de pause, parce que c'était Noël. Les gens dépendaient toujours de la clarté, de la direction, de quelqu'un prêt à prendre ses responsabilités. J'ai donc repris ce rôle sans hésitation. En uniforme, tout prenait sens. Les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Les conversations se faisaient plus concises. Les informations étaient présentées directement. Personne ne se demandait ce que j'apportais, ou si j'avais ma place à table. Mon autorité n'était pas une question. C'était un fait. Il y a un certain réconfort là, dedans, même si on ne l'admet pas. Mais quand je rentrais chez moi le soir, le silence revenait. Ma maison me semblait plus grande qu'auparavant. Le petit sapin artificiel se tenait toujours dans le coin du salon, les lumières débranchées, les ornements reflétant la faible lueur du lampadaire extérieur. La tarte que Daniel avait apportée était encore sur le comptoir le premier soir. Je l'ai jetée le lendemain matin. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui tout de suite. Cela ne m'a pas surprise. Daniel n'était pas un homme qui se précipitait dans les conversations difficiles. Il les abordait comme certaines personnes s'approchent de l'eau froide, lentement, prudemment, espérant s'adapter avant de s'y plonger complètement. Le 3e jour, il a appelé. J'ai laissé son message sur la messagerie vocale. Son message était court. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Je ne sais même pas par où commencer, mais je suis désolé. Appelle-moi, quand tu seras prête. » Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Non pas par colère, mais par discipline. J'avais appris au fil des années que les réponses immédiates venaient souvent de l'émotion, pas de la clarté. Et je voulais comprendre ce que je ressentais avant d'essayer de le lui expliquer. Une semaine passa. Le travail en a occupé la majeure partie. Réunions, examens, longues heures qui se brouillaient les unes dans les autres. Il y eut des moments où j'oubliais complètement le dîner de Noël, le contrat, le regard sur le visage de Daniel quand j'ai posé la bague sur la table. Mais ensuite, quelque chose de petit me le rappelait. Un couple se tenant la main dans un parking, une annonce de mariage dans le journal, une carte de Noël laissée sans être ouverte sur mon comptoir de cuisine. À la 2e semaine, les appels cessèrent. À la place, une lettre est arrivée. Elle était manuscrite. J'ai reconnu son écriture immédiatement, soignée, légèrement penchée, la façon dont il écrivait toujours ses listes de courses. Je l'ai posée sur la table et l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. Quand je l'ai finalement fait, je l'ai lu lentement. Il n'a pas essayé de se défendre. C'était la première chose que j'ai remarquée. Il a écrit sur cette nuit-là, sur ce qu'il avait vu et ce qu'il n'avait pas vu. Il a admis qu'il était au courant du contrat et qu'il s'était convaincu que ce n'était qu'une formalité. Il a admis qu'il était plus préoccupé par le fait d'éviter les conflits que par le fait de me protéger. Je pensais que j'étais raisonnable, a-t-il écrit. Je pensais que je gardais les choses fluides. Je n'ai pas réalisé que je te laissais marcher dans quelque chose d'injuste. Il s'est arrêté là, puis a continué. Je n'ai pas non plus réalisé à quel point j'aimais la version de toi que je pensais connaître. Cette phrase m'a fait m'arrêter. Il a ensuite expliqué cela. Il a dit qu'il avait été plus facile de se sentir stable, confiant, voire un peu important à côté de quelqu'un dont il pensait qu'il avait besoin de lui, qu'il n'avait jamais posé de questions plus profondes sur mon travail parce qu'il ne voulait pas perturber cet équilibre. Je ne suis pas fier de cela, a-t-il écrit. Mais c'est vrai. J'ai posé la lettre un instant et j'ai regardé par la fenêtre. Là, c'était. Pas seulement des excuses. Une compréhension qui comptait plus que tout ce qu'il aurait pu dire dans les premiers jours. La lettre suivante est arrivée 4 jours plus tard. Celle-ci était plus courte. J'ai commencé à voir quelqu'un, a-t-il écrit, un conseiller. Je ne pense pas savoir comment gérer mes parents comme je le devrais. Je veux apprendre. Il ne m'a pas demandé de revenir. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner. Il m'a juste dit ce qu'il faisait. Cela comptait aussi. Dès la 3e semaine, j'avais 3 lettres, chacune un peu plus claire que la précédente. Il a écrit sur son enfance, sur la façon dont ses parents prenaient leurs décisions, sur la façon dont les désaccords étaient gérés, non pas par conflit ouvert, mais par pression silencieuse.
Il a écrit comment il avait appris à maintenir la paix en s'écartant plutôt qu'en se dressant. Je pensais que c'était de la maturité, a-t-il écrit. Je commence à voir que c'était de l'évitement. J'ai lu cette phrase 2 fois. Puis, j'ai plié la lettre soigneusement et l'ai rangée avec les autres. Je n'ai pas répondu. Pas encore. À peu près à la même époque, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. La mère de Daniel. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu « Bonjour ». Il y eut une brève pause à l'autre bout. « J'espère que je n'interromps pas », dit-elle. « Vous n'interrompez pas », répondis-je. Encore une pause. « Je voulais faire un suivi », dit-elle, choisissant ses mots avec soin. « À propos de Noël. »« Oui », dis-je. « Je crois que les choses ont pu être mal comprises », continua-t-elle. Je me suis légèrement penché en arrière dans ma chaise. « De quelle manière ?» ai-je demandé. « Nous essayons d'être responsables, » dit-elle. « Et peut être que notre approche était trop directe. »« La directivité n'était pas le problème, » dis-je. Elle hésita. « Quel était le problème selon vous » demanda-t-elle. « L'hypothèse, » dis-je. Silence. Puis, plus doucement, « Je vois. » Je n'étais pas sûr qu'elle voyait. « Je voulais aussi dire, » ajouta-t-elle, « que nous n'étions pas au courant de votre position. »« Je comprends cela, » dis-je. « Et si nous avions su, » continua-t-elle, « nous aurions géré les choses différemment. » J'ai laissé cela mijoter un instant. « Vous l'auriez fait » ai-je demandé. Elle ne répondit pas tout de suite. « J'espère bien, » dit-elle finalement. C'était honnête à sa manière. « Alors être que le problème n'était pas l'information, » dis-je. C'était la perspective. Encore un silence. « Je suppose, » dit-elle lentement, « qu'il y a une part de vérité là, dedans. Nous avons terminé l'appel peu après. Ce n'étaient pas des excuses. Pas encore, mais c'était un mouvement. Le vrai changement est arrivé quelques jours plus tard. Une lettre est arrivée de la part du père de Daniel. Dactylographiée, pas manuscrite. Bref, je t'ai mal jugé, disait-elle. Pas à cause de ce que tu as caché, mais à cause de ce que j'ai supposé. C'est ma responsabilité. Je regrette la manière dont cela s'est manifesté. Aucune explication. Aucune excuse. Juste cela. Je l'ai lu 1 fois, puis je l'ai mise de côté. C'était suffisant, pas pour tout réparer, mais pour reconnaître que quelque chose avait été brisé. La semaine suivante, j'ai appelé Daniel. Nous avons convenu de nous rencontrer. Pas chez ses parents, pas chez moi. Dans une petite cafétéria juste à côté de l'autoroute, le genre d'endroit où le café est toujours chaud, les banquettes usées, et où personne ne prête beaucoup attention à qui vous êtes. Ça semblait juste. Quand je suis entré, il était déjà là. Il s'est levé quand il m'a vu. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis, il a dit doucement « Merci d'être venu ». J'ai hoché la tête et pour la première fois depuis Noël, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Sans rien entre nous, il avait l'air plus mince. Pas d'une manière que la plupart des gens remarqueraient tout de suite, mais je l'ai vu. Les rides autour de ses yeux étaient un peu plus profondes. Ses épaules ne se tenaient pas aussi facilement qu'avant. Il y avait quelque chose dans sa posture de moins assuré, de plus délibéré. Il a attendu que je sois installé dans la banquette avant de se rasseoir. Une serveuse est venue, nous a versé du café à tous les 2 sans demander, et nous a laissé 2 menus dont nous n'avions pas besoin. « Merci d'être venu », a-t-il répété. « Tu l'as déjà dit » ai-je répondu, sans méchanceté. « Je sais », a-t-il souri d'un petit sourire nerveux. « Je ne voulais pas supposer. C'est nouveau », dis-je. Il a hoché la tête. « J'essaie. » Nous avons laissé cela planer un instant. Dehors, les voitures passaient régulièrement sur la route. À l'intérieur, le doux bourdonnement des conversations et le tintement de la vaisselle créaient une sorte d'intimité qui ne semblait pas forcée. Autour de nous, des couples plus âgés se penchaient l'un vers l'autre, partageant des histoires, finissant des repas qu'ils avaient probablement commandés de la même manière pendant des années. Cela a ancré le moment. Daniel a serré sa tasse de café entre ses mains. « J'ai lu votre visage ce soir-là », a-t-il dit. Après le contrat, j'ai su que quelque chose avait changé. Je ne comprenais juste pas quoi. « Tu comprends maintenant » ai-je demandé. Il a hoché la tête lentement, plus que je ne l'ai fait. Pas complètement, mais assez pour savoir que j'avais eu tort. « Je n'ai pas répondu tout de suite », a-t-il continué. « Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas grave », a-t-il dit. « Que ce n'était que des papiers, que tout le monde le faisait. Tout le monde ne le fait pas, dis-je. Je le sais maintenant. Il a marqué une pause. Ce n'était pas le contrat, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas ça, dis-je. C'était moi, a-t-il dit. C'est ce que tu n'as pas fait, ai-je corrigé doucement. Il a baissé les yeux sur la table. J'ai réfléchi à cela, a-t-il continué. Beaucoup.
J'ai attendu. J'ai toujours pensé que j'étais un homme bon, a-t-il poursuivi. Et à bien des égards, je le pense toujours. Mais j'ai commencé à réaliser qu'être bon quand les choses sont faciles ne signifie pas grand-chose. Non, ai-je dit doucement, ça ne signifie rien. Il a croisé mon regard. Je ne me suis pas levé pour toi, a-t-il dit. Pas parce que je ne me souciais pas, mais parce que je ne voulais pas avoir affaire à mes parents. Je me suis dit que je réparerais cela plus tard, en privé, mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits. Oui, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-il dit. Je l'ai cru. Mais la croyance, j'avais appris, n'était pas la même que la confiance. Qu'as-tu fait depuis? Ai-je demandé. Il semblait soulagé par la question, ancré par elle. Je vois un conseiller, a-t-il dit, comme je l'ai écrit, 2 fois par semaine au début, maintenant 1 fois. J'ai hoché la tête. Je ne réalisais pas à quel point j'ai passé ma vie à essayer de maintenir les choses fluides, a-t-il continué. À quel point j'évite les conflits, surtout avec mes parents. Ce n'est pas rare, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux continuer à faire. Il a pris une profonde inspiration. J'ai rencontré un avocat aussi, a-t-il ajouté. Pas l'avocat de mes parents, le mien. Cela a attiré mon attention. Et j'ai demandé. Il m'a expliqué ce qu'est un accord équitable, a dit Daniel. Divulgation mutuelle, représentation séparée, conditions qui protègent les 2 personnes, pas seulement une. C'est exact, ai-je dit. Je ne savais pas, a-t-il admis. J'ai simplement supposé que mes parents le savaient. L'hypothèse semble courir dans votre famille, dis-je. Il a esquissé un petit sourire amusé. Oui, j'ai remarqué. Nous sommes restés assis en silence un moment, tous les 2 absorbant ce qui avait été dit. Finalement, il m'a regardé à nouveau. Je ne te demande pas de revenir, a-t-il dit. Pas encore. Je sais que je n'ai pas ce droit. J'ai apprécié cela. Je voulais juste que tu saches que je travaille dessus, a-t-il continué. Sur moi-même, sur la façon dont je gère les choses, sur la façon dont je me présente. Je l'ai étudié. Il n'essayait pas de me persuader. Il n'essayait pas de me charmer pour revenir à ma place. Il disait simplement la vérité telle qu'il la comprenait. C'était nouveau. Qu'en est-il de tes parents? Demandai-je. Il expira lentement. Cela a été plus difficile, dit-il. Mais j'ai commencé à poser des limites. De quelle manière? Je leur ai dit que je ne discuterai pas de notre relation, à moins que tu ne sois présent, dit-il. Et que si nous avançons à nouveau, des décisions comme celle-là, il hocha la tête vers le souvenir invisible du contrat, n'arriveront pas sans que nous soyons tous les 2 impliqués dès le début. Et comment ont-ils réagi? Demandai-je. Ma mère était contrariée, admit-il. Mon père n'a d'abord rien dit, mais il t'a écrit cette lettre. Je l'ai reçue, dis-je. Il hocha la tête. Il ne s'excuse pas facilement, dit Daniel. C'était beaucoup pour lui. Je sais, dis-je. Nous sommes retombés dans un silence. La serveuse revint, remplit nos cafés, et demanda si nous voulions autre chose. Nous avons tous 2 secoué la tête. Quand elle est partie, Daniel a repris la parole. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance maintenant, dit-il. Je veux juste avoir la chance de redevenir quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. » J'ai laissé cela s'installer entre nous. Dehors, un camion est passé, ses phares balayant brièvement la fenêtre. « La confiance n'est pas quelque chose que l'on demande, dis-je finalement. C'est quelque chose que l'on construit. Je sais, dit-il. Et cela prend du temps, ajoutai-je. J'ai le temps, répondit-il. Je le regardai un long moment. Il n'y avait aucune certitude dans ce que je ressentais. Aucune réponse claire. Mais il y avait autre chose. Une possibilité. Je ne suis pas prête à décider quoi que ce soit aujourd'hui, dis-je. Je comprends, dit-il. Mais je suis prête à continuer à parler, continuai-je. Un soulagement traversa son visage, discret mais indubitable. Merci, dit-il. Je hocha la tête 1 fois. Nous avons fini notre café dans un silence plus confortable qu'auparavant. Quand nous nous sommes levés pour partir, il n'a pas cherché ma main. Il n'a pas essayé de combler la distance. Il a simplement marché à mes côtés jusqu'à la porte. Dehors, l'air était à nouveau froid, bien que moins vif qu'il ne l'avait été la veille de Noël. Nous sommes restés là un moment. Même endroit la semaine prochaine? Demanda-t-il. Oui, dis-je. Il a souri, petit et sincère. Je serai là, dit-il. Je sais, répondis-je. Et en me dirigeant vers ma voiture, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à envisager auparavant. Pas que tout serait facile. Pas que tout serait résolu, mais que parfois les gens peuvent apprendre. Si cette histoire vous a fait faire une pause, même pour un instant,
et réfléchir à la façon dont nous traitons les autres lorsque nous pensons qu'ils n'ont rien à offrir, alors elle a déjà accompli quelque chose de significatif. Si vous avez déjà été sous-estimé, ou si vous avez déjà réalisé que vous aviez sous-estimé quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le respect ne s'acquiert pas par les titres ou la richesse. Il se révèle par le comportement. Si cela vous a touché, pensez à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires sur la force tranquille, les secondes chances et le genre de vérité qui transforme lentement les gens, vous êtes toujours le bienvenu ici.